Bonsoir tout le monde. Je me présente. Je suis Caroline Elbaz, puis je vous présente Dr Marceau. Ensemble, on va vous présenter l'hémoglobinopathie parocyclique nocturne et le catchphrase qu'on va présenter euh, via les webinaires de Thrombose Canada. Donc, les divulgations de conflits d'intérêts. Donc, j'ai participé à un conseil consultatif pour SOBI Canada, puis je fais partie d'un essai clinique via le Centre de santé d'Ottawa. Je vous présente le comité directeur pour cette présentation qui consiste de Dr. Chris Patrick Quinn, Dr. Monica Oliver qui ont présenté mardi soir. Puis, moi et Dr. Marceau, qui allons présenter ce soir, c'est nous qui avons développé le contenu de cette présentation. Les divulgations du soutien commercial. Donc, le programme a bénéficié du soutien d'Alexion et AstraZeneca Rare Diseases sous la forme de subventions d'éducation sans restriction. Le programme n'a bénéficié d'aucun soutien non financier. Les conflits d'intérêts possibles sont que les conférenciers ont droit à des honoraires de la part de Thrombose Canada et que la compagnie pharmaceutique Alexion tire des profits de la vente d'un produit dont il pourrait ou dont il est question dans ce programme. Pour atténuer les sources potentielles de partialité, le contenu de ce programme a été élaboré seulement par les conférenciers et a été soumis à un comité de lecture de Thrombose Canada. Les recommandations cliniques reposent sur des données validées au sein de la profession et tous les travaux de recherche scientifiques mentionnés, décrits ou utilisés dans le programme pour appuyer ou justifier les recommandations en matière de soins des patients sont conformes aux normes généralement reconnues. Donc, pour commencer, les objectifs d'apprentissage pour ce soir sont qu'à l'issue de cette séance, les participants pourront analyser les signes, symptômes et manifestations habituelles de l'hémoglobinopathie parocyclique nocturne qu'on va appeler HPN dans la présentation, y compris les critères CATCH. On va étayer le moment où il est important de procéder au dépistage de l'HPN chez les patients présentant une thrombose et on va décrire le traitement de l'HPN et de la thromboembolie associée à la maladie. Donc, on va commencer ce soir par une petite question de sondage pour savoir si vous avez déjà diagnostiqué l'HPN parmi vos patients. Vous devriez voir apparaître une petite fenêtre sur votre écran et on va prendre quelques secondes pour répondre. Donc, tous les participants qui ont répondu n'ont jamais diagnostiqué l'HPN. Donc, parfait. Est-ce qu'on en manque? Est-ce que c'est rare? On va voir ensemble. Pour la deuxième question de sondage, êtes-vous à l'aise de prendre en charge les patients présentant une HPN? Les choix de réponse sont « Cela dépend du cas »,« Je préfère les orienter vers un spécialiste » ou « Je suis à l'aise de les prendre en charge ». Donc, réponse intéressante. 2 tiers, je dirais, du groupe préfère les orienter vers un spécialiste et un bon tiers, ça dépend du cas. Puis, toutes des bonnes réponses. Mais personne n'est à l'aise de prendre les patients en charge. Alors, je vous présente donc Dr Marceau qui va continuer la présentation. Alors voici, je suis Dr Danielle Marceau, je suis une hématologue. Je suis, enfin, je ne sais pas qui est là, mais pendant un bout de temps, j'étais dans le CHU de Québec. Je suis maintenant la directrice médicale Optilab de la région de Chaudière-Appalaches, qui est juste en face à Lévis, qui est juste en face de Québec. J'ai toujours eu un intérêt depuis au moins 15 à 20 ans pour les anémies hémolytiques, dont les anémies hémolytiques non immunes. Alors, voilà. Et la PNH en fait partie. Alors, évidemment, j'ai reçu des honoraires d'Alexion à titre de conférencière depuis déjà quelques années. J'ai participé à des conseils consultatifs pour SOBI Canada, Alexion, Roche, y compris aussi des subventions pour la réalisation d'essais cliniques par SOBI Canada et Alexion et Roche. Parfait. Alors, hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est vraiment désolant que je ne sois pas capable. Alors,
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est une anomalie clonale, on dit bénigne, qui est acquise, il n'y a pas de cas congénitaux, qui est très rare, qui touche la cellule souche hématopoïétique, qui évidemment au départ peut toucher certaines cellules souches, mais toutes les anomalies clonales des cellules souches ont une espèce d'avantage qui fait qu'au bout de la ligne, ce qui est certaines cellules vont devenir toutes les cellules hématopoïétiques. Sa prévalence est très rare et elle est estimée à environ 1 par million. Selon les régions, elle est entre 0,5 et 2 par million. Elle est nommée ainsi parce qu'avant qu'on connaisse mieux la maladie, on avait l'impression qu'elle se produisait de façon intermittente et qu'elle se produisait plus souvent la nuit, puisque l'urine du matin était rouge. Alors, d'où cette appellation de paroxystique pour l'intermittence et de nocturne parce que ça survenait la nuit. L'HPN peut survenir à n'importe quel groupe d'âge, mais elle est plus fréquente entre 30 et 40 ans. Et évidemment, étant donné que c'est une anomalie clonale, qu'il y a eu un clone qui est apparu, elle ne disparaîtra pas d'elle-même. Il ne semble pas qu'il y ait de tendance géographie, race, ethnicité, sexe, simplement pour parler dans ma population qui est toute petite, puisque vous pouvez imaginer 1 par million. Alors moi, j'ai une dizaine de patients que je suis qui ont véritablement une HPN, parce qu'on va aller plus tard, qui ont ce qu'on appelle une HPN classique. Bien, là-dessus, j'ai une Sud-Américaine, une Européenne de l'Est, une dame d'Afrique, et puis, ben, évidemment, des Québécois. Bref, dans ma clientèle, il n'y a pas de différence entre la race et l'ethnicité, si on pense au pourcentage. Qu'est-ce que c'est le HPN? En fait, d'abord, il y a une mutation sur le chromosome X d'un gène qu'on appelle le PIGA. Et cette mutation-là va entraîner un défaut d'expression de protéines qu'on appelle des protéines chaperon ou des protéines à ancrage, plus particulièrement dans le globule rouge. Enfin, à la surface du globule rouge, ce seront les CD55 et les CD59. Et ces protéines d'ancrage-là, lorsqu'elles sont présentes, elles permettent que le complément ne vienne pas détruire le globule rouge. Elles empêchent le complément de venir détruire le globule rouge, le complément qui, lui, circule, se promène, détruit tout ce qui voit autour de lui. Et ces protéines-là l'empêchent, permettent au complément de ne pas s'ancrer et donc le complexe d'attaque membranaire ne se mette pas à fonctionner. Alors, le mécanisme de cette mutation-là, il n'est pas clair. On ne sait pas pourquoi ce problème-là s'ensuit. Mais une fois que la mutation génique est arrivée et que les protéines deviennent soit incompétentes, soit disparaissent à la surface des globules rouges, il va se faire une destruction de celles-ci et ça va même s'amplifier. Alors, ça peut survenir spontanément sur une moelle qui a l'air normale, mais ça peut survenir aussi avec des troubles hématologiques sous-jacents comme l'anémie aplasique, comme le syndrome myélodysplasique, comme d'autres néoplasies myéloïdes. Le plus souvent, on va le voir avec des anémies aplasiques, cependant. Prochaine dia. Alors, en règle générale, la destruction des globules rouges par le complément va être donc, comme je vous ai dit, prévenue par ces protéines chaperon-là. Lorsque le globule rouge n'est plus protégé, bien, il va être détruit et il va entraîner qu'il va y avoir de l'hémoglobine libre plasmatique cette hémoglobine-là est particulièrement dangereuse pour, prochaine dia, pour plusieurs organes. Alors, on sait que
47% des patients qui ont de l'HPN, mais maintenant on réussit à le prévenir, mais disons que maintenant on le prévient, mais jusqu'à tout récemment, quand on avait quand on avait peu de possibilités, puis qu'on faisait seulement des traitements de support, 47% des patients développaient de l'hypertension pulmonaire. On sait aussi qu'il y avait entre 8 et 18% des décès de l'HPN qui étaient dus à l'insuffisance rénale en raison de l'hémoglobine libre plasmatique. Et évidemment, le fait d'avoir de l'hémoglobine plasmatique, d'avoir des variations dans le taux d'azote, faisait qu'il y avait c'est une action très pro-thrombotique. Et il y a quand même, et c'est encore un problème, la thrombose, il y avait quand même, jusqu'à ce qu'on ait ce dont on va parler tout à l'heure, la médication, il y avait jusqu'à 50% des décès qui étaient liés à des thromboses veineuses et ou artérielles. Les signes et symptômes, les signes et symptômes de l'HPN sont assez non spécifiques. Hein, ce sont les symptômes de l'anémie, dont la fatigue, mais il y a quand même des symptômes particuliers qu'on doit connaître. Il y a plusieurs de ces patients-là qui, au moment où on les diagnostique, sont dyspnéiques. Il y a plusieurs patients qui ont des douleurs abdominales et dont les premières manifestations sont des douleurs abdominales qui peuvent devenir si importantes qu'ils consultent à l'urgence pour ces douleurs-là. Et ce sont des douleurs qu'on pense par microthrombie au niveau intestinal, mais qui peuvent aussi être des douleurs ésophagiennes puis des dysphagies par dysmotilité ésophagienne. Alors, évidemment, avec le temps, on retrouve des dysfonctions érectiles et bien sûr, bien, il y a toujours le problème de l'hématurie, de l'hémoglobinurie. Sauf que je dirais qu'en 2024, c'est un symptôme, un signe plutôt, hein, l'hématurie, mais c'est un signe que moi, je vois chez mes patients. Mais au diagnostic, on le voit moins qu'on pouvait le voir autrefois quand on laissait les années passer avant de faire le diagnostic ou quand on n'avait aucun traitement. Prochaine diapositive. Alors, on va vous présenter deux cas qui nous ont été présentés par nos collègues. On a choisi ces deux cas-là, mais il y a diverses façons de se présenter, comme vous avez pu voir. Alors, voici le premier cas. Tableau clinique d'Anna, qui est âgée de 33 ans, qui a quand même comme antécédent personnel une lésion cérébrale à la suite d'un traumatisme pour lequel elle a une cicatrice et fait des crises convulsives et elle prend une médication pour ça. Elle a une anémie fériprive, puis elle a fait dans le passé 2 avortements spontanés. Elle a de fortes douleurs abdominales qui sont intermittentes depuis quelques semaines. Elle présente des nausées, des vomissements et elle a fait, en raison de ces douleurs abdominales-là, plusieurs visites à l'urgence. On lui a passé une radiographie de l'abdomen qui a montré une accumulation de sel, une échographie pelvienne qui n'a rien révélé. Elle a eu un test de grossesse qui est négatif. Sa créatinine est normale, ses enzymes hépatiques sont normaux et sa formule sanguine montre quand même une hémoglobine à 105 avec un VGM à 79 et une ferritine qui est à 10. Les plaquettes sont marginalement abaissées à 130, les globules blancs sont normaux. Alors, on lui donne un supplément de fer, on lui donne un laxatif et puis on la libère. Elle va nous revenir tout à l'heure, cette jeune patiente. Deuxième tableau clinique, Charis, je suis désolée, on l'a fait en anglais, je ne sais pas si en français comment on peut appeler ça, mais âgée de 35 ans, fumeuse, aucun antécédent. Alors, idem, douleur épigastrique intermittente depuis 3 mois, épisode de nausée et de vomissement, sans hématémèse, qui dure pendant plusieurs jours, même une couple de semaines. Elle est allée à l'urgence en raison de ses douleurs abdominales réfractaires et à l'imagerie. Elle a une imagerie plus importante que, évidemment, comme vous voyez, qu'une radiographie de l'abdomen. À l'imagerie, on lui trouve un syndrome de Budd-Chiari. Avec évidemment une thrombose bilatérale des veines hépatiques, occlusive à gauche,
non occlusive à droite. Il n'y a pas de masse, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a aucune autre cause anatomique. Et on va lui donner une héparine de faible poids moléculaire qui va être ensuite suivie de warfarine. Il y a évidemment à 35 ans un diagnostic différentiel. Je pense que Caroline va va le discuter, ce diagnostic différentiel-là. Merci, Dr. Marceau. Je reprends la parole après les deux cas, assez similaires, mais plutôt différents comme on va voir. Donc, qu'en est-il des thromboses et de l'HPN? Donc, on va continuer les questions de sondage. Pour cette question-ci, dans quel cas procédez-vous au dépistage de l'HPN? Dans quel cas de thrombose, en fait? Les thromboses survenues pendant anticoagulothérapie, les thromboses dans des foyers atypiques, les thromboses spontanées chez jeunes patients ou associées à un taux élevé de LDH ou anomalie de la formule sanguine. Bon, alors les réponses. Donc, un tiers des participants ont voté qu'on ferait un dépistage d'HPN dans le cas d'une thrombose dans un foyer atypique. 19% thrombose spontanée chez un jeune patient, puis 44% thrombose associée à un taux élevé de LDH ou anomalie de formule sanguine. Donc, réponse à suivre, mais réponse assez dispersée. Donc, qu'en est-il des interactions entre l'HPN et les thromboses? Donc, comme Dr. Marceau a bien expliqué, l'hémoglobinopathie paroxystique nocturne est une maladie assez complexe qui cause une hémolyse intravasculaire et donc une relâche de plusieurs molécules et aussi d'azote qui va mener à une interaction complexe de la cascade de coagulation et du complément. Il y a deux figures assez complexes à gauche, mais tout ça pour vraiment résumer que l'HPN a un effet sur la coagulation au niveau vasculaire, dans l'altération de la biodisponibilité de l'azote. Au niveau des lésions endothéliales, il y a une activation de l'hémostase primaire via l'activation des plaquettes et de la protéine du vanolibran. Il y a une activation de l'hémostase secondaire et un dysfonctionnement du système fibroinolytique. Donc, une maladie plutôt complexe. Ce qu'on voit, c'est que, et une des phrases bien connues de Dr. Luzzatto, un des chercheurs de l'HPN, est que nous pouvons dire sans hésiter que l'HPN est un état thrombophile acquis le plus pernicieux connu en médecine. Et donc, je supporte cette phrase avec les données suivantes. Ce qu'on sait avec la littérature d'une maladie assez rare, c'est que les événements thrombotiques ont lieu dans 30 à 45% des patients et peut être la première manifestation de la maladie. Majoritairement, les thromboses ont lieu dans les foyers atypiques, mais certainement peuvent arriver dans les foyers typiques comme thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire. Les thromboses viscérales et du système nerveux central souvent précèdent le diagnostic de l'HPN puisque ce sont des foyers atypiques. Et les thromboses peuvent être la principale cause de mortalité en l'absence de traitement ou si c'est un traitement insuffisant. Malheureusement, des fois, l'événement thrombotique peut être mortel, donc le premier événement. Et en tant que tel, une maladie d'HPN accompagnée d'un événement thrombotique a un moins bon pronostic, augmente le risque de décès. Dans certains cas, les thromboses ont lieu dans multiples foyers et peuvent être infracliniques ou subclinical. Et donc, je vous démontre cette étude, donc une cohorte de Dr. Hill, qui a beaucoup de littérature sur la maladie de l'HPN. Et dans une cohorte de 10 patients avec un âge médian, comme on voit ici, de 32 ans, avec une durée de maladie d'à peu près 2 ans, donc pas long, le clone d'HPN étant assez élevé de 91% et des LDH augmentés. Dans cette cohorte-là, on a remarqué que 60% des patients dans les imageries ont des embolies pulmonaires infracliniques, donc non diagnostiquées ou non symptomatiques, diagnostiquées aux imageries pour l'étude.
et qu'un cinquième ou 20% des patients avaient des signes de fibrose myocardique. Donc, tout ça pour suggérer fortement que la maladie peut être subclinical, peut avoir fait des dommages même des années avant que le diagnostic soit fait. Comme on voit ici, la distribution des foyers de thrombose est grande. Les thromboses peuvent être artérielles et veineuses. Dans les thromboses artérielles, on voit les accidents cérébrovasculaires et un très petit pourcentage d'infarctus de myocarde. Et dans les événements veineux, on voit qu'il y a quand même une grande partie de thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire à 6,5% en haut, mais comme on l'a dit plus tôt, la majeure partie des événements sont des événements dans des sites atypiques tels que la veine hépatique et portale ou la veine mésentérique splénique et finalement des foyers cérébraux jugulaires internes. Et comme on dit tout à l'heure, à peu près 20% des événements atteignent plusieurs foyers. Je trouve que c'est intéressant pour comparer l'HPN avec les états d'hypercoagulabilité. On voit que le risque de thromboembolie veineuse est 62 fois plus élevé que celui de la population générale quand on le compare à, par exemple, la mutation du facteur 5 de Leiden ou la mutation de gène de prothrombine où l'augmentation du risque de thrombose était environ à 5-6 fois plus élevé que celui de la population générale. On voit que cette thrombophilie est beaucoup, beaucoup plus importante. D'autres faits assez importants sont que les patients atteints d'HPN sont exposés à un risque de thrombose, quels que soient les antécédents d'anticoagulothérapie ou de transfusion. Donc, on apprend que les événements de thrombose peuvent avoir lieu pendant l'anticoagulothérapie. Et ça, c'est important parce que c'était une question de notre sondage où on pouvait seulement répondre à un choix de réponse. Mais pour dire que un breakthrough, une thrombose breakthrough, une thrombose sous anticoagulothérapie pourrait être un des signes de l'HPN. Et comme on a vu tout à l'heure, puisque l'interaction entre l'hémolyse, la cascade de coagulation et le complexe sont assez complexes, le complément sont assez complexes que l'anticoagulation seule ne peut pas contrôler la maladie. Donc, il se peut que l'anticoagulothérapie, comme il y a écrit au troisième point, que l'anticoagulothérapie seule soit insuffisante dans le cadre de prévention secondaire et on va même voir prévention primaire. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est pas le degré d'anémie ou le nombre de transfusions qui prédit le risque de thrombose. Donc, la façon dont il l'explique, c'est que il se pourrait que la réponse réticulocytaire soit assez bonne pour maintenir une hémoglobine, mais que l'hémolyse soit assez importante. Donc, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que les patients atteints d'HPN, la fréquence d'événements thrombotiques chez les patients atteints d'HPN, les événements thrombotiques sont élevés chez les patients traités avec des anticoagulants et chez les patients transfusés. Dans une cohorte coréenne, on a remarqué ou on a, si vous voulez, décrit qu'un taux de LDH plus grand que 1,5 fois la limite supérieure de la normale augmente le risque d'événements thrombotiques, donc est un marqueur de risque thrombotique plus élevé. Donc, sur cette analyse univariée, la fréquence des événements thrombotiques était plus élevée chez les patients dont le LDH était à plus de 1,5 fois le taux supérieur de la normale, avec un risque de 8 fois. Et donc, vous allez voir que ça s'applique aussi à l'interruption ou la discontinuation de l'anticoagulation. On voit ici, d'une autre cohorte, on voit ici que le risque ou le pronostic de la maladie est différent quand on a un événement thrombotique que quand on n'en a pas. Donc, la ligne en haut, en noir, c'est le taux la probabilité de survie chez les patients témoins. La ligne en haut, en gris clair, c'est les patients atteints d'HPN qui n'ont pas eu d'événement thrombotique.
qui semble être plutôt similaire à celle de la population témoin. Et tandis qu'on la compare à la ligne assurée, qui est la ligne des patients atteints d'HPN qui ont subi une embolie, un événement thrombotique, qui affecte beaucoup le pronostic de la maladie. Donc, sur ce, je récapitule et j'avance un petit peu le cas des deux patientes qu'on a rencontrées plus tôt. Donc, Anna, femme de 33 ans, avec un antécédent de fausse couche, lésion cérébrale traumatique et anémie fériprive, qui s'était présentée à l'urgence avec des douleurs abdominales depuis 4 à 5 semaines, nausées, vomissements, et qui a été diagnostiquée avec une anémie fériprive. Revient aux urgences avec une douleur, fièvre, hypotension et tachycardie. On voit à l'imagerie une thrombose de la veine porte avec une extension vers la veine splénique, la veine mésentérique supérieure et une thrombose non occlusive de la veine cave inférieure. Sur l'image, il n'y a pas de masse, d'obstruction ou d'autres causes anatomiques. Son bilan démontre une anémie avec une hémoglobine à 71, des globules blancs à 14 et des plaquettes à 122, légèrement diminuées. Le frottis sanguin est suggestif seulement d'une carence en fer. Ses enzymes hépatiques sont augmentées avec une bilirubine à 385 et des LDH à 785 pour une normale de 110 à 230. L'aptoglobine est indétectable et les tests de coagulation sont normaux avec un fibrinogène légèrement élevé à 4,9 grammes par litre. Pour traiter sa thrombose, la patiente reçoit une héparine non fractionnée et subit une thrombolyse dirigée par cathéter. Charis, la deuxième patiente de 35 ans qui s'était présentée après des douleurs épigastriques intermittentes depuis 3 mois, des épisodes de nausées, vomissements, et qui s'était présentée à l'urgence avec un diagnostic de Budd-Chiari associé à une thrombose bilatérale des veines hépatiques, avait déjà débuté un traitement d'HBPM et transitionné vers la warfarine. À son bilan, on remarquait peut-être une anémie légère, des globules blancs à 4,8 et des plaquettes légèrement diminuées à 123, un frottis sanguin normal et des enzymes hépatiques légèrement élevées avec une bilirubine normale. Cette patiente avait des LDH à 750 pour un intervalle de 125 à 220, aptoglobine indétectable et des tests de coagulation de base normaux. Donc, comment faire le diagnostic, Dr. Marceau? Dites-nous. Oui. Je viens de le demander. J'espère que cette fois-ci, ça va mieux fonctionner. Je voulais juste, avant de poser la question, ajouter que la question du sondage numéro 3, toutes les réponses étaient bonnes. C'était un peu malheureux qu'on demande juste une réponse parce que toutes les réponses étaient bonnes. Et aussi, lorsqu'on voyait dans le sondage les courbes, il faut comprendre que c'était tous des patients qui sont traités. Alors, évidemment, pas la première courbe où c'est la population normale, les patients, il n'y a pas de patients, ils sont pas traités, mais la courbe en dessous, les patients, ceux qui n'avaient pas fait d'événements thrombotiques, qui sont à une courbe qui est à peu près, c'est les patients qui étaient donc une HPN complète et qui n'a pas fait de thrombose, a un beaucoup meilleur pronostic qu'une HPN complète et qui a fait une thrombose. Alors voici pour la question sondage numéro 4. Quel test permet de confirmer une HPN? Vous avez un choix unique, une cytofluorométrie à haute sensibilité, ce qu'on appelle le FLAIR, c'est sur le sang. Une cytofluorométrie sur l'aspiration de moelle. La question est déjà posée, alors voilà. Alors vous voyez, la majorité des gens ont répondu sur le sang, tout à fait. Évidemment, un taux de LDH qui est supérieur à 1,5, c'est quelque chose qui est important, qu'on voit toujours, mais les LDH, c'est quand même un test qui n'est pas très spécifique. Ça prend vraiment de faire la cytofluorométrie
spirométrie à haute sensibilité pour faire le diagnostic. C'est un examen qui se fait dans les laboratoires de fluistométrie. Il y a eu une époque où c'était rare, mais maintenant ça se fait partout. C'est des tests qui sont validés, mais ils sont probablement bons dans votre laboratoire. Évidemment, quand on voit les autres réponses, le test de Ham et la mise au sucrose, c'est ce qu'on faisait, c'était le gold standard avant qu'on ait la stéophilométrie. Alors, c'est ce qu'on faisait dans les années 90, mais depuis les années 2000, on fait la spirométrie. Voilà. Je suis encore pas capable, je sais pas ce qui se passe, je vais avoir besoin d'aide. Malheureusement, le diagnostic de l'HPN, il y a souvent un retard qui peut aller jusqu'à 10 ans entre le début de des symptômes. Comme vous savez, l'HPN, il y a différents stades chez les patients qui vont présenter des symptômes avec problème d'immunité. Encore des schistocytes ou encore des drépanocytes. Vous devez y penser à l'HPN. Un Coombs négatif, ça permet à 99,9% d'éliminer que votre anémie hémolytique est auto-immune. Therefore, on vient de rentrer dans tout le grand diagnostic des anémies hémolytiques non immunes. L'HPN en fait partie, comme le MAT en fait partie, mais évidemment, le MAT, vous allez avoir des schistocytes, vous allez avoir des plaquettes qui sont basses, puis qui sont plus basses que ce que des fois on trouve à cause de petites hypoplasies médulaires que les HPN ont. Donc, il faut y penser, puis c'est à ce moment-là qu'on doit le faire. Et d'ailleurs, l'hémolyse à Coombs négatif, c'est une caractéristique clinique cardinale de l'HPN. Ça fait partie du catch que nos anglophones ont. Les taux de LDH vont être augmentés dans les 3 maladies, qu'on parle d'anémie hémolytique auto-immune, qu'on parle de MAT ou qu'on parle de HPN, mais dans l'HPN, c'est là que les LDH vont être le plus élevés. Ils sont marginalement augmentés dans les MAT, comme vous le savez, puis dans l'anémie hémolytique auto-immune, oui, ils sont augmentés, mais jamais comme dans la HPN. Donc, ça permet quand même, un HPN au diagnostic, c'est souvent 800, 1000, 1500 de LDH. Les taux d'aptoglobine vont être diminués dans les 3, mais plus particulièrement dans la HPN, où ils approchent du 0 dans la HPN. Pourquoi? Parce que la maladie est chronique. Alors, l'aptoglobine a eu le temps de s'effondrer et de rester effondrée, alors que dans les 2 autres conditions, ce sont des conditions qui sont plus aiguës, puis c'est normal. La bilirubine indirecte, on l'a mis augmentée partout, mais il faut que vous sachiez que c'est surtout dans l'anémie hémolytique auto-immune qu'elle va être augmentée. Elle est souvent normale ou marginalement seulement augmentée dans la HPN. Dans les maths, un peu comme la HPN, mais c'est surtout un hallmark de l'anémie hémolytique auto-immune. La réticulocytose est élevée dans les 3, mais elle est particulièrement élevée dans la HPN, encore plus que dans l'anémie hémolytique auto-immune ou dans les maths. Et ce qui est particulier de l'HPN, c'est un frottis sanguin d'un patient avec l'HPN, c'est normal. Il n'y a à peu près pas d'anomalie. Alors que même si on a dit que dans l'anémie hémolytique auto-immune, il n'y avait pas d'anomalie, c'est à moitié vrai, parce que si on regarde bien, il y a tout le temps des sphérocytes. C'est un peu un hallmark des hémolyses auto-immunes. Mais dans la HPN, il n'y a pas d'anomalie. C'est banal, le frottis. Alors, ça doit nous allumer aussi. Et évidemment, le Coombs direct, c'est négatif par rapport à l'anémie hémolytique.
Et évidemment, lorsqu'on fait le flair, le flair va être négatif dans les autres maladies. C'est vraiment pathognomonique, là, le flair, puisque ça va nous montrer la disparition du CD55 puis du CD59. Donc, dans le HPN, la flucytométrie va vous donner le diagnostic et il n'y a même pas d'autres diagnostics différentiels à ce moment-là lorsque le flair est positif. Prochaine diapositive. Quand est-ce qu'on doit l'envisager? Là, je vous ai dit, on l'envisage quand il y a une hémolyse, plus particulièrement, et évidemment une hémolyse à Coombs négatif, parce que la première chose qu'on fait, c'est on fait un Coombs quand on a une anémie hémolytique. Ou enfin, on regarde le frottis, voir s'il y a des schistocytes, surtout s'il y a une thrombopénie. S'il n'y a pas de thrombopénie, ben, on va faire un Coombs. Le Coombs est positif, vous avez le diagnostic. Vous allez avoir plus souvent des anémies hémolytiques auto-immunes que des hémolyses non immunes. Mais si le Coombs est négatif, bien là, on pense à faire le flair. On doit aussi penser à faire le flair et à rechercher l'HPN quand on a une thrombose inexpliquée, malgré une anticoagulation, chez un patient qui est jeune, en dessous de 50 ans, et lorsque les thromboses sont dans des foyers inhabituels, là, hépatiques, cérébrales, mésentériques, dermiques, sous clavier. Alors, c'est les moments où on doit le penser. Puis, si on a une thrombose inexpliquée, avec des LDH augmentés, une réticulocytose, il faut y penser aussi. Évidemment, l'aptoglobine n'est pas nécessairement un premier examen qu'on fait lorsqu'il y a une thrombose, mais si en plus, il y a une aptoglobine qui est diminuée. Alors, prochaine diapositive. Alors, évidemment, comment on fait le diagnostic? La première des choses, on fait une formule sanguine. Pour savoir si on a une hémolyse, on a besoin d'avoir une réticulocytose. Donc, ça nous prend une formule sanguine avec une réticulocytose, une bilirubine, des LDH. C'est des examens relativement simples. Bon, les réticulocytes, on l'a dit, l'aptoglobine, la créatinine, le frottis et le Coombs, puisqu'on a au départ un diagnostic différentiel et l'urine. C'est mieux de prendre l'urine du matin. Évidemment, l'urine à la recherche d'hémoglobinurie, ou si on a des manifestations très chroniques d'hémosidérinurie. La biopsie de moelle, c'était quelque chose qu'on faisait tout le temps. Maintenant, dans les HPN classiques où la formule sanguine est complètement normale, mis à part évidemment l'hémoglobine, on en fait moins. Mais dès qu'il y a des cytopénies, c'est important de le faire parce que il y a des aplasies médulaires qui vont présenter un clone HPN et qui finalement peuvent être traités de façon différente. Alors, c'est important de le faire. Lorsqu'on a des modifications pendant le traitement, aussi, on va tendance à faire des biopsies de moelle parce qu'il peut apparaître des syndromes myélodysplasiques pour lesquels, bon, ben, les traitements vont être différents. Et évidemment, le standard maintenant et le test qui va nous donner le diagnostic final, c'est la détection en flucytométrie de l'absence des protéines d'ancrage et donc d'avoir des globules rouges qui sont dépourvus de ces protéines d'ancrage-là. Prochaine diapositive. Alors, la cytofluorométrie, c'est une technique au laser, comme vous le savez. Dans le cas de la HPN, ce que l'on recherche, c'est une déficience du GPI, donc une déficience des protéines d'ancrage. On va le rechercher à la fois sur les globules rouges et sur les monocytes et les granulocytes. D'ailleurs, c'est une maladie de la cellule souche, donc on va le retrouver sur toutes les cellules. C'est plus facile en flucytométrie de le rechercher sur les monocytes et les granulocytes. Et d'ailleurs, pour avoir un remboursement pour la médication, ça nous prend de les avoir aussi sur les monocytes et les granulocytes et évidemment de les avoir sur les globules rouges. Et on va exprimer, lorsque vous allez voir les rapports, on les exprime en globules rouges de type 1. Ben, ça, c'est vos globules rouges et les miens. Et on a les types 2 et les types 3 qui sont soit l'expression partielle,
ou encore l'absence complète d'expression. Généralement, les patients HPN, ils ont un peu un mélange des deux, c'est-à-dire ils ont certains globules rouges qui ont une expression partielle, puis des globules rouges qui ont une expression, qui n'ont pas du tout d'expression de GPI. Puis le pourcentage, bon, on l'additionne le pourcentage. Honnêtement, on ne sait ça n'a pas d'importance pour la maladie. Ça a sûrement quelque chose, mais on ne le sait pas encore. Pourquoi il y a du type 2 et du type 3 et qu'il y a certaines personnes qui n'ont que du type 3, puis il y a certaines personnes qui ont un mélange des deux et on ne le sait. En fait, il n'y a pas de différence du point de vue, du moins dans mon expérience, dans ce que j'ai lu sur la maladie. Prochaine diapositive. Alors, ça récapitule le catch qu'on n'utilise pas tellement en français, mais qui quand même aide pour le diagnostic de l'HPN, les cytopénies, l'anémie aplasique qu'on peut voir, la thrombose, l'hémolyse à Coombs négatif et l'hémoglobinurie. Alors, c'est un peu l'acronyme qui est devenu à la mode à utiliser pour, en fait, qui est l'archétype du HPN. Prochaine diapositive. Alors, revenons à Anna. Évidemment, Anna avait eu une thrombolyse qui, malheureusement, s'est compliquée par un hémopéritoine. Il a fallu arrêter les anticoagulants. Elle a fait un syndrome compartimental abdominal. Et à côté de ça, à cause de l'arrêt des anticoagulants, il y a eu une évolution thrombotique. On a diagnostiqué son HPN avec le FLAIR. Sur les granulocytes, 58% des granulocytes avaient une mutation et n'avaient plus des protéines d'ancrage. Les monocytes, c'était 54%. Les globules rouges de type 2, 26%. Les globules rouges de type 3, 6%. C'est intéressant. Quand on est en pleine hémolyse, et on peut imaginer qu'elle était en pleine hémolyse, et aussi quand on vient de saigner, mais lorsqu'on est en pleine hémolyse, puis en fait, elle a dû, en plus, avec son hémopéritoine, avoir des transfusions, bien là, on vient fausser le chiffre, mais le chiffre des granulocytes et des monocytes nous dit qu'il y a quelque chose. Si elle était revenue à un état plus normal, les types 2, type 3 auraient fait le même 54-55%. Prochaine diapositive. Et pour Charis, on a diagnostiqué son HPN. Elle a eu une évolution sous warfarine. On a donc consulté. En fait, au départ, on n'a pas diagnostiqué, on l'a mis au Coumadin. Comme ça ne semblait pas se régler, on a consulté en hépatologie et c'est à ce moment-là que l'HPN a été diagnostiqué. On a évidemment, dans son cas, comme il se devait, évalué pour toutes les autres causes de thrombophilie. À 35 ans, un bot qui arrive, il faut quand même penser au syndrome myéloprolifératif, il faut penser au syndrome antiphospholipide, il faut penser aux maladies congénitales. Déficit en 5-Leyden, etc. Ça avait été fait, c'était tout négatif. Et voici que elle, ça aussi, c'est quand même intéressant. Granulocytes, 35%, monocytes, 36%, les globules rouges de type 2, 2, et les globules rouges de type 3, 5, beaucoup plus faibles. Alors, il devait avoir une bonne hémolyse dans ce temps-là. Ce qui est hémolysé de façon particulière, c'est les types 2 et les types 3. Alors, voilà, ils sont moindres. Et malheureusement, on ne nous a pas donné les types 1, là, mais ils sont moindres à cause de ça. Mais en steady state, elle devrait revenir autour de 35-40%, ce qui est quand même le diagnostic. Au-dessus de 10%, on considère qu'on a une HPN. Alors, traitement de l'HPN, prochaine diapositive. D'abord, il y a les soins de soutien, les transfusions. Les transfusions lorsque l'anémie est symptomatique, étant donné que ces patients-là, souvent, ça fait 2-3 ans, ils ne sont pas toujours très symptomatiques, même avec des chiffres d'hémoglobine qui sont bas. Ils sont symptomatiques, ils sont fatigués, mais
Ils sont capables de supporter des hémoglobines plus basses, mais quand même à 70, on va les transfuser. On donne toujours, étant donné l'hémolyse, des suppléments de folate. Il y a plusieurs de ces femmes-là, quand c'est des femmes, il y a des carences en fer, on en voit moins chez les hommes, alors on donne du fer, de l'analgésie. Évidemment, tant et aussi longtemps, si on a un diagnostic d'HPN, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas été capable de commencer les traitements, on fait une prophylaxie primaire jusqu'à ce qu'on puisse instaurer l'inhibiteur du complément. Et évidemment, s'il y a eu une thrombose, il faut anticoaguler. Et le vrai traitement, c'est l'inhibition du complément. La greffe de moelle, elle est réservée aux cas d'aplasie médulaire, hein, des aplasies médulaires sévères. Et depuis, au Canada, mis à part les cas d'aplasie médulaire, parce qu'il y en a encore, mais pour des HPN classiques, depuis qu'on a les inhibiteurs du complément, depuis à peu près le début des années 2010, il ne s'est plus jamais refait de greffe de moelle pour les HPN classiques. Mais il s'en fait encore dans les aplasies médulaires sévères, comme ça doit être fait. Donc, c'est important d'avoir une idée de la moelle, s'il y a plus que... à quelle moelle ça ressemble, s'il y a plus qu'une anomalie à la formule sanguine, ce qui est quand même assez infréquent. Prochaine diapositive. Alors, quand on prend en charge avec les inhibiteurs, pour le moment, ce qu'on a au Québec, ce sont seulement les inhibiteurs du C5, qui sont l'éculizumab, puis depuis décembre, le ravulizumab, qui est je vais l'expliquer tantôt, mais qui est un cousin de l'éculizumab. Alors, lorsqu'on a un diagnostic, ben, il faut avoir d'éculizumab. L'éculizumab, c'est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre la protéine C5. Ça ne traite pas la maladie. Ce que ça fait, c'est que ça bloque le C5. En bloquant le C5, le MAC, qui est le complexe de lyse membranaire, qui du C5 au C9 ne se fait pas. Et le complexe ne se faisant pas, le complexe terminal du complément ne se faisant pas, bien, il n'y a pas de destruction de globules rouges. Donc, on s'en va chercher un decoy parce qu'on n'est pas capable de traiter la maladie comme telle, puisque c'est une maladie clonale. On ne sait pas la traiter, on ne peut pas la traiter, donc il faut aller empêcher la conséquence. Au départ, on va faire 2 semaines d'induction, puis ensuite de ça, on va faire une phase d'entretien lorsqu'on utilise l'éculizumab, qui est le premier qu'on a eu sur le marché et qu'on a eu jusqu'au mois de décembre là, sur le marché. Lorsqu'on a fait nos 4 premières semaines, ensuite, on fait une phase d'entretien qui va durer toute la vie du patient et puis qui va être donnée aux 14 jours, toute la vie durant. Étant donné qu'on bloque le complexe terminal, ces gens-là deviennent très fragiles aux infections à méningocoque. Donc, avant de commencer le traitement, on commence toujours par vacciner. On vaccine contre le méningocoque, le ACWY, le Ménectra, ou encore, et le Bexsero, maintenant qu'on est capable d'avoir du Bexsero. Les nouvelles études avec les maladies comme la myasthénie, où on utilise aussi l'éculizumab, dans les nouvelles études, on y a ajouté les bactéries encapsulées, pneumocoque et hémophilus, qui ont influencé, qu'on n'avait pas fait dans les études avec l'éculizumab, mais qu'on fait maintenant en clinique. Alors, les bactéries encapsulées, puis on commence. Prochaine diapositive. Simplement pour vous montrer les premières études, l'étude Triumph et Shepherd, qui étaient des études anglaises, et puis Aegis, qui était une étude américaine, simplement pour vous montrer la réduction des LDH, à quel point rapidement, lorsqu'on introduisait l'éculizumab, alors la première étude, on ne les décrira pas toutes, on va essayer d'aller plus vite, mais la première étude, on avait... il fallait faire un placebo, puis dans l'autre, le traitement, alors on voyait que les gens qui étaient au placebo, ben, ils gardaient des LDH qui étaient autour de 2000, puis dès qu'on les traitait, que dans la phase de prolongation, on se mettait à les traiter, ben, ils baissaient. Alors, on le voit là, que ça répond extrêmement rapidement et de façon durable. Prochaine diapositive. Voilà.
Alors, simplement pour montrer les années après, en fait, cette diapositive-là vous montre à quel point l'éculizumab a amélioré la survie. On voit une courbe à l'époque où les gens étaient atteints, mais on n'avait pas de traitement avec les inhibiteurs du complément. Et on voit à côté de ça la même courbe, le même, en fait, pas tout à fait le même nombre d'années, mais tout de même, la différence, la population qui est atteinte d'HPN par rapport à la population normale. On voit quand même si c'est quand même une maladie sévère, c'est une maladie toute notre vie, on va devoir être traité, mais vraiment, les inhibiteurs du complément ont apporté une énorme amélioration de la survie. Prochaine diapositive. Alors, on peut s'attendre avec les inhibiteurs du C5, en une semaine, on va réduire notre hémolyse. En 2 à 3 semaines, les gens vont vous le dire. Moi, le classique, les gens reviennent en disant, mon Dieu, ça fait 10 ans que j'étais comme ça. Ils sont changés. On stabilise en 2 mois environ le taux d'hémoglobine et c'est toujours aussi efficace 8, 10, 12 ans ensuite. Il y a des choses qui arrivent dont je vais parler rapidement, mais quand même, c'est aussi efficace et ce même si parfois on voit des anticorps anti-éculizumab se développer, il ne semble pas que ces anticorps-là créent des problèmes cliniques et créer des résistances à l'éculizumab. Prochaine diapositive. Alors, pour revenir à Anna, pour conclure, alors, Anna, ben là, on l'avait dit, thrombolyse compliquée d'un hémopéritoine, un arrêt des coagulants, des anticoagulants qui ont amené une évolution de sa thrombose. D'urgence, on débute l'éculizumab. Malheureusement, il y a une défaillance de plusieurs organes. Il y a un gros hématome sous-dural qui apparaît, puis elle décède. Alors, une conclusion un peu triste de son problème. Prochaine diapo. Alors, Charis, elle, on avait dit qu'il y avait une évolution de sa thrombose sous warfarine. Elle est vue en hépatologie. On fait le diagnostic de l'HPN. On instaure l'éculizumab. Elle fait un petit hématome sous-dural sous la warfarine. Alors, on doit interrompre l'anticoagulothérapie et passer à l'apixaban. Et Charis, elle, toujours vivante et bien, sous thérapie et puis sous apixaban. Prochaine diapositive. Les nouveaux traitements. Pourquoi faire des nouveaux traitements? Bien, des fois, il y a des inhibitions incomplètes du complément. Donc, les patients continuent à hémolyser. 10% environ des patients. Il peut y avoir un polymorphisme du C5 qui va donner une résistance aux inhibiteurs. Pas beaucoup chez nous, mais on voit ça en Asie. Il peut y avoir, et ça, on voit ça beaucoup, nous, une hémolyse extravasculaire qui est, en fait, quand on bloque à C5, le C3 va s'accumuler. Il va y avoir une opsonisation sur les globules rouges et là, tiens, le système réticulo-endothélial n'apprécie pas ça. Donc, il y a une hémolyse extravasculaire qui, finalement, peut être aussi pire que l'hémolyse avant et qui est vraiment iatrogénique en raison du blocage du C5. Donc, il faut trouver des solutions. Et évidemment, étant donné que de bloquer la dernière partie du complément, le C5 au C9, le complexe d'attaque membranaire, le MAC, si en fait, il y a un risque infectieux qui n'est pas banal. Et puis, avec des infections, comme vous savez, qui ne sont pas banales. Donc, il faut trouver autre chose si on peut être capable de trouver autre chose. Il y a aussi le calendrier d'administration, ça, on l'a réglé, mais jusqu'à présent, l'éculizumab, c'était la seule chose qu'on avait. C'était à toutes les 2 semaines, c'était toute la vie des gens. C'est intraveineux. Donc, ça vient pas mal impacter une vie quand on a 35 ans. Évidemment, ben, parmi les autres besoins, il y a quand même un besoin de concurrence. Il faut pouvoir diminuer les coûts des médicaments. Si on a plus qu'une option, on va pouvoir réussir à les diminuer. Vous n'êtes pas sans savoir que l'éculizumab,
ben, c'est à peu près 300 000 On ne sait pas trop ce que le gouvernement a réussi à négocier, mais en tout cas, disons, sans négociation, c'est 300 000 par année à la vie, c'est la vie durant. Donc, il faut trouver des solutions. Voilà. Et ben, comme partout, c'est une première maladie où on joue avec le complément. Il y en a plein d'autres maladies où on peut jouer avec le complément, où le complément a un gros rôle à jouer. Donc, plus on va développer une connaissance de la cascade, puis une connaissance de l'arrêt de la cascade, mieux ça va être pour plein de maladies. La myasthénie en est une. Puis il y en a plein d'autres. Le lupus en est une autre, le syndrome antiphospholipide. Donc, il y a vraiment, c'est un besoin, ça. Prochaine diapositive. Alors, simplement pour vous montrer que ça bouge dans ce domaine, ça ne veut pas dire qu'au Québec, ça bouge. Au Québec, jusqu'à présent, nous n'avions que l'éculizumab. On a maintenant le cousin de l'éculizumab, qui est le ravulizumab, qui, lui, peut être donné aux 8 semaines au lieu d'être donné aux 14 jours, aux 2 semaines. Donc, mais c'est, en fait, c'est de la même compagnie, celui-là, puis c'est aussi un C5, c'est la même chose, mais avec une plus longue durée d'action, une plus longue demi-vie. Mais ça foisonne dans ce domaine-là. Il y a des inhibiteurs du facteur D qu'on n'a pas encore au Québec, là, mais qui sont sous étude, le danicopan. Il y a l'iptacopan, qui est le facteur B. Au niveau de C3, on a le pegcetacoplan, on avait le mircopan, mais bon, l'étude a été fermée en phase 2, puis il n'y aura pas d'autre chose. Puis, pour les inhibiteurs du C5, il y a le crovalimab aussi de Roche qui est là, qui bientôt va être accepté. Bref, là, on commence à voir de la compétition, mais aussi d'autres mécanismes qu'on essaie d'aller toucher pour pouvoir traiter cette maladie-là. Prochaine diapositive. Bon, ça, c'était simplement pour parler du ravulizumab. On peut continuer. Ravulizumab versus... prochaine diapositive. Prochaine diapositive, ça, c'est simplement pour vous dire que ça a été un peu comme ingénierier pour durer plus longtemps. Donc, dans l'étude d'Alexion, puisque c'est un produit d'Alexion, étudier back-to-back eculizumab versus ravulizumab, ben, ça donnait, prochaine diapositive, même si c'était fait pour être une étude de non-infériorité. Et évidemment, on ne peut rien dire, mais on a l'impression que ça favorise à chaque fois le ravulizumab. Prochaine diapositive. Et sur les endpoints primaires et sur les secondaires, primaires étant le changement dans l'hémoglobine, bien sûr, mais en secondaire, les breakthroughs, la fatigue, la non-transfusion, c'est ce qu'on essaie, la stabilisation de l'hémoglobine. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à la même molécule, une étant aussi bonne que l'autre, avec en prime, parce que c'est non inférieur, alors on n'est pas capable de dire que c'est supérieur, mais avec en prime une meilleure qualité de vie, puisque les injections se font en 8 semaines. Elles sont plus longues lorsqu'elles se font. L'éculizumab, ça dure une demi-heure. Le ravulizumab, ça dure 1h30. C'est plus long, mais c'est aux 8 semaines. Alors, ça permet une vie qui est, on va dire, un peu plus normale. Prochaine diapositive. Alors, c'est simplement pour vous dire, ça, c'est un peu que les patients apprécient le fait que ça soit aux 8 semaines. Ils avaient l'impression qu'il y avait un meilleur soulagement de leurs symptômes dans l'étude. Ils préfèrent le ravulizumab, mais quand on regarde de façon objective, mis à part le fait que les injections viennent moins vite, c'est à peu près, c'est pareil. OK, prochaine diapo. Et ça, c'est le pegcetacoplan, l'étude de Pegasus, qu'on n'a pas encore au Québec, qu'on devrait avoir au cours de l'année 2024. L'INES a donné un avis favorable et là, on attend l'avis du ministre. Le pegcetacoplan, c'est au niveau de C3.
Pour le moment, ça va être accepté seulement en deuxième ligne si quelqu'un a une hémolyse extravasculaire associée aux inhibiteurs du C5. Ou encore si, et ça c'est plus rare quand même, mais si quelqu'un n'a pas une réponse complète, on va pouvoir donner du pegcétacoplan. C'est sous-cutané 2 fois par semaine. C'est donné avec une petite pompe, alors il faut apprendre à le faire. Là. C'est une petite pompe à peu près grosse comme ça, comme les gens qui reçoivent des immunoglobulines sous-cutanées. Il faut apprendre à se piquer. Bon, mais ça se fait. Et il semblerait dans les études comparatives que l'hémoglobine est plus stable encore qu'avec les inhibiteurs du C5. Un peu logique puisqu'il y aura plus l'hémolyse extravasculaire qui, avec le temps, apparaît chez à peu près tous les patients. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. On n'a pas besoin de... C'est ça. C'est ça. Alors, la prise en charge de la thrombose pour les HPN, bien, la prévention, d'abord, l'inhibition du complément. Arrêter l'hémolyse, ou le plus possible. Anticoaguler si c'est impossible d'entamer l'inhibition du complément immédiatement. Et puis, on peut interrompre la thromboprophylaxie lorsque les LDH sont redevenus à la limite de la normale. Donc, une fois qu'on a instauré l'inhibition du C5, si la personne n'a jamais fait de thrombose, on va arrêter quand on va avoir normalisé les choses. Évidemment, si le 10 de gens qui ont une certaine résistance, ben, il faut qu'ils continuent. Si on a eu une thrombose avant d'avoir un inhibiteur avant de commencer notre inhibiteur du complément, bien, on poursuit l'anticoagulothérapie. On disait théoriquement à vie. Il commence à avoir des gens qui pensent que lorsque tout est normal, surtout chez les gens qui ont des petites anomalies de la formule sanguine, par exemple des thrombopénies, parce qu'il y a des aplasies, mais il y a des hypoplasies médulaires pour lesquelles on ne greffera pas. Alors, on va simplement les traiter avec des inhibiteurs du complément. Bien, à ce moment-là, des fois, lorsque tout est stable, on peut se permettre d'arrêter, mais normalement, ce qu'on dit, c'est que l'anticoagulothérapie va rester à vie. Le choix de l'anticoagulant, évidemment, bien, ça dépend du siège, du type, de la sévérité, de la préférence du patient. Là, on a vu dans nos cas qu'on avait de la warfarine. Je ne pense plus qu'on donne ça beaucoup, là, mais bon. Et puis, s'il y a une nouvelle thrombose pendant un traitement d'inhibiteur du complément, ben, il faut anticoaguler d'urgence avec... moi, je les admettrais, puis je les mettrais au fragment, puis après ça, on verrait. Et on donne toujours une dose additionnelle d'inhibiteur du complément s'il y a une thrombose, qu'on vienne de le donner ou pas. C'est la façon dont la communauté internationale traite ça. Prochaine diapositive. Alors, les messages à retenir. L'HPN, c'est une maladie hémolytique rare qui a des signes et symptômes qui sont courants, là, qui ne sont pas spécifiques. Il faut garder un indice de présomption élevé. Il faut penser aux critères CATCH, même s'il n'y a pas de traduction française. Il ne faut pas être restrictif pour faire le FLAIR. Ce n'est pas très cher faire de la flucidométrie, là, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, il ne faut pas être restrictif dans le test. Beaucoup de laboratoires le font. Tous les centres universitaires le font. Les tests sont validés. Vous pouvez vous fier à votre laboratoire si votre laboratoire le fait, là. L'activité incontrôlée de la voie terminale du complément est à l'origine du cours naturel de la maladie. Ça donne une hémolyse intravasculaire qui va entraîner de la fatigue, de la dyspnée, qui, à la longue, l'insuffisance rénale, la thrombose et des problèmes pulmonaires. Et l'inhibition de la voie terminale du complément peut amener une hémolyse extravasculaire. Alors, il faut y penser si l'hémoglobine rechute alors que la personne était bien depuis des mois. La thrombose est la principale cause de décès chez les patients qui sont non traités ou qui ne sont pas suffisamment traités. Et l'anticoagulation seule ne suffira pas à les protéger.
Il faut véritablement inhiber le complément, quel que soit l'endroit où on va l'inhiber, que ce soit au C5 ou au C3. Les inhibiteurs de la voie proximale et les nouveaux inhibiteurs sont à l'étude. Il y a une collaboration, même au Québec, on a participé tous en groupe à plusieurs de ces nouveaux inhibiteurs-là qui finalement vont peut-être faire de la compétition à nos inhibiteurs du C5, puis amener d'autres choses aussi dans d'autres domaines de la médecine. Prochaine diapositive. Alors, des outils à retenir et qui sont intéressants. Tous les médecins qui font l'HPN au Québec participent au registre sur l'HPN, au registre international sur l'HPN. Alors, les patients sont, depuis 10 ans, 15 ans, sont mis sur le registre, puis on collecte l'ensemble des données. Ça a permis, selon moi, pas mal de développement dans cette maladie-là. C'est un registre qui, au début, c'était un registre qui appartenait à Alexion, mais qui maintenant est est international et ce sont les gens de la France qui le possèdent, mais tous nos patients. Donc, si vous avez des patients HPN, ça vaut la peine de les présenter aux médecins qui en font, aux quelques 3-4 médecins qui en font dans la province, pour qu'au moins on puisse les mettre sur le registre puis que leur évolution puisse être suivie. Prochaine diapositive. Alors, question 5, et j'espère que ça va être le cas. Êtes-vous à l'aise de prendre en charge les patients présentant une HPN? Bon, c'est un peu, cela dépend du cas. Je préfère les orienter. Je suis à l'aise maintenant de les prendre en charge. OK, alors, la moitié des cas, on dit ça va dépendre du cas. L'autre moitié, enfin, pas la moitié, mais 38, 40, 40. Et puis, ben, il y a quand même un 25 maintenant qui est à l'aise. Donc, la première question, en cas de thrombose site atypique, s'il n'y a aucune anomalie à la formule sanguine, est-ce qu'on teste quand même pour l'HPN? Ben, je peux répondre d'abord, puis je vous laisse le Marceau, mais je pense que ça vaut la peine parce que c'est assez fréquent et ça change beaucoup la prise en charge du patient. Et comme on a vu, c'est quand même un test assez facile à faire. Je sais pas ce que vous en dites, Dr. Marceau. Ben oui. Ben, évidemment, il y a des maladies plus... il faut éliminer, si la personne est jeune, il faut éliminer les états thrombophiliques, un déficit en protéine C, en protéine S, là, si le patient est jeune, si un syndrome myéloprolifératif, c'est relativement facile sur la formule sanguine de le voir, mais quand même, c'est aussi quelque chose à éliminer. Mais oui, je pense que même si c'est rare, le HPN, quand même. Et une thrombose chez quelqu'un de jeune, en plus dans un site particulier, là, un site qui n'est pas... on devrait le faire. Puis la prochaine question, est-ce que ça vaut la peine de faire un test si la thrombose, même s'il n'y a aucune anomalie au bilan? Donc, si je comprends bien la question, s'il y a une thrombose, disons non provoquée probablement, même s'il n'y a aucune anomalie au bilan, c'est tough, c'est toujours tough. Oui, moi, une thrombophlébite dans une thrombophlébite, un membre inférieur, quelqu'un, non, je pense que dans une thrombose très classique, là, il n'y a pas lieu de le faire. Ça prend, non, avec aucune anomalie, les LDH normaux, puis ça, on le voit rapidement parce que les LDH, tout le monde fait ça pour toutes sortes de choses, ou encore la formule sanguine complètement normale. Non, non. Oui, je pense que comme vous avez dit tout à l'heure, si c'est pas sous anticoagulothérapie, multiples foyers, autres signaux, symptômes qui pourraient être inquiétants, peut-être même dans l'état général du patient, fatigue. Mais s'il y a un doute, je pense que ça vaut la peine encore une fois parce que c'est pas difficile et ça revient assez vite les résultats. Oui, en quelques jours, vous allez l'avoir, là.
Les LDH sont toujours augmentés. Alors, des LDH normaux, à moins d'être traités, évidemment, mais les LDH sont toujours augmentés. Alors, évidemment, vous allez me dire, les LDH, ils peuvent être augmentés aussi quand on a une thrombose lorsqu'elle est aiguë, là, mais si les LDH restent augmentés, ben là, il faut se poser la question, peut-être. Donc, on va conclure ici. Dans le chat, vous allez voir le lien pour l'évaluation de la session ou sur l'écran. Puis, on voulait juste vous inviter à vous inscrire pour le H 2023, les highlights, donc des présentateurs qui ont ramené les présentations intéressantes de la conférence de l'H de cette année, qui va avoir lieu le 31 janvier à 7 heures du soir. Donc, pour s'inscrire au webinaire, ça sera sûrement intéressant. Finalement, on vous invite à soutenir la Thrombose Canada pour qu'on continue à faire des programmes. Puis le site web est toujours très intéressant, beaucoup de ressources pour les patients, pour les cliniciens. Donc, à continuer à consulter.